Et donc, avant que je fasse quelques mots d'introduction à ce colloque-là, je vais laisser la parole à Pierre Deveau, qui va nous parler brièvement mais de l'Académie d'agriculture. Donc, merci à tous d'être là. Et puis, voilà, un colloque, pour que ça soit vivant, il faut qu'à l'issue des présentations, il y ait des questions. Alors, nos deux présidents de séance, André Gallet pour ce matin et Thierry Hardy pour l'après-midi, y veilleront. Mais voilà, soyez actifs. Merci à tous. Pierre, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je vais faire une petite introduction en fait de l'Académie d'agriculture. Donc, vous voyez que vous êtes dans un lieu très prestigieux. Donc l'Académie d'agriculture est organisée en une dizaine de sections, de spécialités différentes. Elle compte au total à peu près 450 membres qui se décomposent en membres titulaires, en correspondants titulaires, donc ce sont des personnes nationales, et des membres et correspondants associés, donc qui sont principalement donc des étrangers. L'Académie organise des séances hebdomadaires ouvertes au public, et on peut en fait les suivre aussi sur la chaîne YouTube en direct et intervenir aussi directement si nécessaire, sur des thèmes en fait d'actualité. Ces séances sont soit organisées par l'Académie seule ou en collaboration avec d'autres académies, par exemple l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, sur des thèmes bien spécifiques. Elle organise aussi des visites extérieures régulièrement, donc dans des sites généralement en province, pour visiter des sites intéressants et qui intéressent donc l'agriculture. Enfin, chaque section se réunit régulièrement, assez fréquemment, pour discuter des séances à venir, donc mettre en place les séances hebdomadaires. Discuter aussi des prix, des médailles, etc., qui vont être attribués donc à des personnes, et puis aussi des actualités qui touchent bien entendu l'agriculture. Au niveau communication, elle organise les visios sur la chaîne YouTube pour les séances hebdomadaires, mais aussi des lettres d'information, des mensuels que l'on peut bien entendu recevoir, des encyclopédies qui sont disponibles sur le site, et puis aussi des notes académiques. Elle dispose aussi d'un site internet que vous pouvez retrouver facilement en tapant Académie d'agriculture de France, et vous avez des informations sur toutes les séances, sur toutes les séances à venir, sur toutes les visites à venir, etc. Voilà, donc en quelques mots, présenter l'Académie d'agriculture. Et puis, je laisse retourner la parole à Thierry. Bonjour à tous, et viens de me rendre compte que je ne me suis pas présenté. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais certains peut-être pas. Donc voilà, moi je suis Thierry Langin, je suis le nouveau président de l'Association française des biotechnologies végétales. Présidence. Ok, bon. Et encore, voilà, je suis un peu inexpérimenté, je fais mes classes, vous m'excuserez. Non, mais voilà, je suis le nouveau président, et pour ceux qui ne me connaissent vraiment pas, je suis chercheur CNRS, encore en activité pour un peu de temps. Et puis, je suis généticien de formation, et si j'ai une spécialité, c'est de m'intéresser depuis maintenant pas mal d'années aux interactions des plantes avec les micro-organismes. Alors, beaucoup pathogènes, mais depuis un peu moins de temps aussi les micro-organismes qu'on dit bénéfiques. Donc voilà, pour me présenter brièvement, puis voilà, on aura l'occasion, je pourrai échanger avec certains d'entre vous. Donc je voulais vous parler, dans cette introduction, on ne peut pas commencer ce colloque sans rendre hommage au président qui m'a précédé, Georges Fraissinet, qui, je pense, vous le savez tous, est décédé brutalement en mars de cette année. Dire quelques mots sur ce qu'était Georges. Georges, c'était un scientifique, comme moi, qui a un parcours riche durant sa carrière professionnelle, avec des allers-retours entre le public et le privé. Donc c'est quelqu'un qui a managé des projets, qui a été responsable de collectifs importants dans les sociétés en particulier, dans lesquelles il a travaillé. Et cette activité très riche fait qu'il avait des compétences qui allaient finalement des aspects réglementaires,
jusqu'aux aspects très scientifiques. Il couvrait vraiment un panel de compétences très large et dont a bénéficié finalement la FBV durant sa présidence. Il pouvait discuter de façon experte sur tous les sujets qui sont des sujets qui touchent finalement aux activités de la FBV. Je n'aurais pas cette qualité. Moi, je suis essentiellement un scientifique, mais voilà, Georges avait ce champ de compétences très large. Et durant les années où il a présidé l'association, je n'ai plus les dates en tête, d'autres pourront le dire mieux que moi, mais je crois 5 années, il a été président de cette association, il l'a vraiment incarné. Bon, il y consacrait un temps extrêmement important. Alors, d'aucuns disent qu'il y consacrait 40, 50 heures par semaine. Je pense que c'est vrai. Et une façon de le mesurer, c'était la quantité de mails qu'il était capable d'envoyer dans la même journée. Et des mails, ce n'était pas des mails en 2 lignes, c'était des mails toujours avec des textes très travaillés sur lesquels il avait dû passer un peu de temps pour les préparer. Alors, en particulier, cette dernière année et demie, où il y a eu ces discussions sur la proposition de règlement DNGT faite par la Commission européenne, sur lequel la FBV a beaucoup interagi, réagi avec beaucoup de monde en France et à l'étranger, des acteurs politiques, des acteurs scientifiques, pour essayer de faire en sorte que ce règlement, au moins dans sa rédaction, puisse s'améliorer, que des points qui pouvaient paraître sinon obscurs, du moins imparfaits, finalement puissent être corrigés, de discuter avec beaucoup de monde pour convaincre les gens l'importance qu'avait cette proposition réglementaire, que c'était un changement majeur. Ça ouvrait la possibilité d'utiliser finalement ces nouvelles technologies et ça ouvrait un champ d'application possible finalement qui était extrêmement important. Ça allait sortir beaucoup de choses, beaucoup de données, beaucoup de résultats qui sont aujourd'hui bloqués dans nos laboratoires et on ne peut pas aller jusqu'à la validation finale parce que finalement, en Europe au moins, on n'a pas la possibilité de les expérimenter ou de les tester en conditions de plein champ. Donc Georges a été très actif, alors avec le soutien du bureau, du CA et dans une moindre mesure du CS, et puis avec l'appui sur les aspects très réglementaires de Philippe Dumont. Ils ont beaucoup échangé et beaucoup écrit, beaucoup discuté. Et ça a été un travail, je pense, un travail important et qui a fait bouger les lignes. Je pense que ce travail-là, il n'a pas été vain. Et je pense qu'il a permis d'améliorer certains points du texte, ou au moins de convaincre les gens qui sont en responsabilité de rédiger ou d'améliorer ce texte, qu'il était important de le faire. On a alimenté, la FBV a été présente pour alimenter les réflexions sur un certain nombre de points qui font débat. La traçabilité, la protection intellectuelle, sur lesquels il y a des discussions et il n'y a pas un consensus. Donc, ça montre qu'il est important d'en discuter. Si vous avez suivi, l'AFBV a proposé un document avec 11 propositions dont l'objectif n'était pas de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est juste d'éclairer ce débat, ce dialogue pour essayer d'avancer dans ces aspects de protection intellectuelle qui sont importants, qu'il ne faut pas négliger. Donc ce document existe, vous pouvez le consulter, le trouver, je pense, sur le site de l'AFBV, et je vous invite, si c'est des questions qui vous intéressent et qui vous concernent, de le trouver et de le regarder. Je pense que c'est une base solide pour discuter. Tout ça, pour terminer avec cet hommage très bref mais très sincère, c'est le résultat, alors pas que du travail de Georges, mais du travail réalisé sous la coordination de Georges. Un président, c'est ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas tout, mais par contre qui coordonne les gens qui sont capables d'apporter ces éclairages, de rédiger ces textes, et puis de participer au débat nécessaire sur un changement réglementaire aussi important. Il ne peut pas en être autrement. Donc, merci à Georges. Et et je le redis, ce colloque lui est dédié. On en avait validé le thème avec lui, du temps de sa présidence, et on avait validé le programme qui va vous être présenté par les différents intervenants ensemble. Donc, c'est encore un colloque qui a été fait sous la présidence de Georges, et si vous le voulez bien, on lui dédie.
Voilà, ça, c'est les quelques mots voilà, très, très, très incomplets. Hein. Je pense que la carrière est tellement riche qu'il faudrait probablement dire beaucoup plus. Mais voilà, gardez en mémoire voilà, ce travail voilà, réalisé par Georges en tant que président de la FBV. L'autre point que je voulais discuter, enfin, pas discuter, mais vous dire, c'est que voilà, la FBV, elle réfléchit à ce qu'elle est, ce qu'elle pourrait être et ce que peut-être elle devrait devenir. Hein. Il faut poser la question de la FBV aujourd'hui, mais voilà, quelle sera la FBV demain et quelles seraient voilà, ses missions, ses activités. Je pense que c'est important voilà, qu'on réfléchisse à l'évolution qu'on souhaite donner à cette association. C'est un travail qu'on a engagé, alors qu'on avait initié, pareil. C'est quelque chose avec lequel Georges était d'accord. On l'avait au moins initié la discussion avec lui. Et puis, on a accéléré un peu ce travail de réflexion en mettant en place un groupe de travail, en lançant une enquête auprès des adhérents hein, pour avoir leur retour, savoir quelle perception vous avez voilà, du travail qui est fait ou des activités qui sont faites au sein de la FBV. Et tout ça, ça va nous permettre d'enrichir un peu voilà, notre réflexion interne pour essayer de voilà, produire un document d'orientation stratégique. Le mot est peut-être un peu important, mais c'est vraiment ça qu'on veut faire pour dire voilà, ce que veut être la FBV, alors aujourd'hui, mais surtout demain. Et dans les évolutions qu'on souhaite donner à l'association, alors c'est resté fortement impliqué dans ce débat sur les aspects réglementaires. Voilà, si la FBV ne le fait pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres associations ou sociétés voilà, qui alimentent le débat comme est en capacité de le faire et comme le fait la FBV. Donc il faut qu'on reste fort voilà, sur cet aspect-là des activités de la FBV. Mais il nous semble collectivement que la FBV elle a aussi une autre mission, c'est de communiquer sur ce que sont les biotechnologies végétales, sur ce qu'on peut en faire, quels progrès elles peuvent apporter, quelles solutions peut-être, à quelles solutions elles peuvent contribuer. On facilitera ou on simplifiera peut-être les débats souvent contradictoires qu'il peut y avoir autour des aspects réglementaires, peut-être si on rend plus compréhensible et finalement plus acceptable finalement l'utilisation de ces technologies ou de ces biotechnologies. Donc c'est un point sur lequel la FBV n'était pas non plus absente, hein, elle faisait déjà beaucoup de choses, mais on va probablement essayer de monter en puissance, voilà, donc de faire voilà, un certain nombre de choses. Alors de l'animation scientifique, le colloque voilà, annuel en est un exemple. Il y a les journaux d'information de la FBV, FBV Info, le BVI. Voilà, il y a le site web sur lequel il y a déjà un certain nombre, on peut trouver un certain nombre de choses. Mais quelque part, on veut vraiment monter en puissance sur cet aspect-là. Les webinaires qu'on a initiés maintenant il y a quelques années, voilà, en sont un exemple. Hein. C'est des webinaires sur des sujets qui ne touchent pas nécessairement les biotechnologies, mais qui sont des sujets qui vont alimenter la réflexion qu'on peut avoir sur l'utilisation ou non de ces technologies. Et donc, on va probablement en augmenter la fréquence. Et puis, on va essayer d'être encore plus présent dans le débat nécessaire science-société. Il me semble que la FBV, dans l'écosystème des sociétés, des associations qui ont comme mot-clé finalement commun le végétal, je pense qu'elle a une place originale et il faut qu'elle l'occupe et qu'elle l'utilise pleinement. Donc voilà, c'est une réflexion qu'on a engagée. Voilà, les gens qui suivent les travaux de la FBV, on essaiera de communiquer voilà, dès qu'on a quelque chose d'un peu concret sur voilà, ce qu'on veut voir être la FBV demain. En parallèle du colloque scientifique, il y a toujours une conférence de presse, et il y en aura une cette année, dont le sujet, je pense, ça n'étonnera personne. Le sujet principal, ça va être de faire le point avec les journalistes sur la situation de cette proposition de réglementation qui a été faite par la Commission européenne, où on en est et finalement ce qu'on doit faire maintenant pour que ce texte ait une chance d'aboutir, c'est-à-dire d'être adopté et puis que cette nouvelle réglementation puisse être mise en place. Donc c'est un point qu'on fera avec les journalistes. Alors je ne vais pas... et ça, c'est surtout Philippe Dumont qui alimentera la discussion. Il est bien plus compétent que moi. Mais néanmoins, ce qu'on fera aussi dans cette conférence de presse, c'est replacer les enjeux qui sont derrière cette nouvelle réglementation dans les enjeux voilà, auxquels les agricultures, qu'elles soient françaises, mais européennes, voire mondiales, sont confrontées. Hein, c'est-à-dire
adaptation au changement climatique, transition agroécologique, augmentation de la population mondiale. Finalement, voilà, de se dire comment on place ces aspects réglementaires et finalement l'utilisation possible qui est proposée par cette nouvelle réglementation, d'au moins d'une certaine partie des plantes qui pourraient sortir de ces nouvelles technologies. Dire, l'enjeu, il est important, le temps qui nous reste finalement pour essayer d'avancer, au moins dans l'adaptation des plantes et des cultures au changement climatique, il se réduit chaque jour un petit peu plus. Le changement climatique, lui, va beaucoup plus vite que nous. Et dire que finalement, ces technologies-là, elles peuvent permettre d'accélérer au moins un certain nombre de choses. Ça n'est pas la solution ultime, ça n'est pas la seule solution, mais c'est un levier sur lequel il est important qu'on puisse jouer. On peut pas de notre point de vue, on ne peut pas s'en priver. Voilà, c'est un message qu'on essaiera de faire passer, Philippe et moi, auprès de la Commission européenne. Voilà, c'est les petits points un peu généraux sur la FBV et la vie de la FBV. Et puis voilà, ce colloque sur ce thème domestication, avec ce titre, la domestication des plantes et des premiers agriculteurs aux biotechnologies. Voilà, on va faire un peu un voyage dans le temps, probablement un voyage dans le temps de un peu plus de 10 000 ans. Voilà, 10 000 ans, vous repartez en arrière, et puis jusqu'à aujourd'hui. Alors, celui qui va nous faire voyager dans le temps, je pense que c'est Jacques David, qui va nous faire l'histoire de la domestication. Mais de ce colloque, on l'a voulu dire que la domestication, ce n'est pas un processus ancien. Voilà, donc on raconte, ça s'est passé il y a 10 000 ans, et puis finalement, maintenant, on capitalise sur, finalement, c'est la domestication qui a été faite sur un certain nombre de plantes cultivées. Non, c'est un processus qui est toujours actif, sur lequel il faut toujours se pencher. Il y a toujours des besoins de domestiquer de nouvelles plantes. L'adaptation au changement climatique, elle peut passer par différents voies, différents leviers. Un des leviers, c'est la diversification, peut-être des espèces cultivées. Et pour un certain nombre d'entre elles, ça ne passera pas sans que finalement ces espèces cultivées, qui sont plus ou moins, ou certaines pas du tout, par un processus de domestication. Et puis, en fin de journée, Jérôme Sals nous parlera de mots un peu, de nouveaux concepts, ou nouveaux mots derrière lesquels il nous dira ce qu'on met, néo-domestication, semi-domestication, domestication férale. Voilà, des mots un peu compliqués, derrière lesquels on ne voit pas toujours ce qu'il y a, mais juste pour montrer que la domestication, il n'y en a pas une, mais elle est multiple. Donc on va essayer, à travers les intervenants que je remercie d'avoir accepté de participer et de présenter leurs recherches à ce colloque. Je les remercie d'être là. Ils vont essayer de nous montrer. Et en fin de journée, alors je dois excuser, il ne faut pas que j'oublie, l'absence de François Parcy, qui était le scientifique qui devait clore cette journée. Il se trouve que François Parcy a des problèmes de santé importants qui font qu'il ne pouvait pas se déplacer. Et ces problèmes sont suffisamment important pour qu'il ne puisse pas non plus en visio assurer sa présentation. Il le regrette fortement, nous aussi, et je pense que vous aussi, parce que si vous connaissez l'actualité de François Parcy, c'est quelqu'un qui a été assez actif dans le domaine d'utilisation des biotechnologies et du besoin de pouvoir utiliser ces technologies-là pour améliorer, finalement, continuer à améliorer les plantes cultivées. Il est l'auteur d'un ouvrage qui a eu finalement un succès qui dépasse le cadre strictement scientifique. Je pense que c'est un livre qui a eu son écho auprès du grand public. Et puis il a été l'auteur de tribunes, dont une dans Le Monde avec un certain nombre de collègues du CNRS. Qui est tout ça, ça aurait été bien qu'on l'ait. Malheureusement, nous ne l'aurons pas, mais on aura probablement une autre occasion de l'inviter à venir nous présenter ce qu'il nous aurait dit à l'issue de ce colloque. Et puis, on a quelques intervenants pour finir, dont je ne sais pas où ils sont, mais ils sont dans le train. Et avec les trains dont le trajet est un peu compliqué avec les intempéries. Donc on espère qu'on les récupérera à temps, c'est-à-dire en fonction de leur programmation dans la journée, mais il n'est pas exclu qu'on soit obligé peut-être de faire quelques modifications dans le programme, simplement pour s'adapter à ces petits problèmes. Ils sont en route, ils devraient arriver, mais on ne sait pas très bien quand. Donc, à nouveau, merci à tous. Et puis maintenant, pour ne pas prendre trop de temps et pas commencer avec du retard, je vais laisser la parole à André Gallet, qui est le premier président de séance.
Et André Gallet, c'est voilà, il est professeur de génétique alors à l'agro, hein, André. Et voilà. Et puis il a fait, voilà, pour ses recherches, il les a développées à la station. Alors je dis toujours du Moulon par habitude, mais elle n'est plus vraiment au Moulon. Maintenant, elle est dans ces nouveaux locaux là sur le plateau de Saclay, dans une espèce de ville nouvelle pour ceux qui l'ont visité, qui est un peu hallucinante quand on y va. Que dire, voilà, c'est l'éditeur d'ouvrages, un scientifique reconnu. Voilà. Est-ce besoin d'en dire plus? Non. Voilà, je lui laisse la parole. Merci Thierry de cette présentation. Donc bonjour à tous. Pardon, je l'ai allumé, mais très près. Mais je ne peux pas être plus près. Vous m'entendez là, oui? Bon, donc je suis heureux d'être ici ce matin et de présider cette matinée qui va être consacrée un peu à l'histoire de la domestication et de la domestication de différentes espèces. On continuera aussi d'ailleurs cet après-midi. Et donc le premier conférencier, ce sera Jacques David. Et vous connaissez aussi Jacques David, Jacques David est professeur de génétique des populations, évolution et amélioration des plantes à Supagro de Montpellier, c'est comme ça que ça s'appelle, Institut Agro de Montpellier. Et donc il forme, il contribue fortement à la formation d'ingénieurs agronomes dans le domaine de l'amélioration des plantes, de la gestion de la biodiversité. Et il travaille depuis longtemps sur la diversité des plantes cultivées et de leurs formes sauvages, hein, à différentes échelles de temps. Et il s'est intéressé forcément à la domestication des plantes en travaillant comme plante modèle sur le blé dur, hein. Et il a été amené à s'intéresser beaucoup à la gestion des ressources génétiques et l'utilisation de ces ressources génétiques chez le blé dur. Et actuellement, d'ailleurs, il s'intéresse toujours à la biodiversité, mais sous l'angle de la diversité génétique des peuplements cultivés, ce qui est une approche nouvelle pour une agriculture durable d'une certaine façon et protégeant la biodiversité. Donc Jacques, je te donne la parole pour que tu nous présentes donc un peu l'histoire de la domestication, des mythes anciens à la science moderne.